Ok, salut à tous, moi c'est Anthony, je suis passionné de sport et de musculation depuis plus de 10 ans, professeur de PS également. Aujourd'hui, je vais réagir à la vidéo d'entraînement de Stéphane Matala et de Samuel Hartmann, qui sont deux bodybuilders que j'apprécie, voilà. Je précise que je prétends pas détenir la vérité, je vais simplement essayer de réagir, comprendre ce qu'ils font, essayer de commenter, mais je suis pas là pour les critiquer inutilement. Allez, c'est parti. Encore. 5. Allez, on y ensemble, ensemble. On ensemble. 5, allez, va chercher tout le 3, bien. 12, une de plus. Bon, déjà, ça fait plaisir. Bon, je vais passer l'intro, mais ça fait plaisir de voir quand même des vidéos muscu réalisées comme ça, qui sont quand même de bonne qualité. Il n'y avait pas ça avant, quoi. Allez, on va avancer un peu. Allez, on va regarder l'introduction. Je suis pas seul. Je suis avec un Gosbo. Comment ça va, Sam? Ça va et toi? Merci. Balèze. Je me sens maigre. Ah, je me sens maigre. Comment tu vas? Présente-toi pour le peu de personnes qui te connaissent pas. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai commencé le bodybuilding en naturel. Je fais absolument tout le parcours amateur, pro et champion du monde très récemment. Et je bascule maintenant du côté obscur de la force et direction Olympia à long terme. Mais d'abord, on va valider les étapes. Donc, prochaine étape sera la carte pro. Bon, après, oui, lui, il dit qu'il a été naturel, qu'il a fait des compétitions, fait des naturels. Moi, j'ai un doute sur son honnêteté vis-à-vis de ça. Je dis pas qu'il a jamais été naturel, mais je pense que la période où il se dit avoir été naturel, il était déjà chargé. Pas autant que maintenant, ça c'est clair, mais il y a eu des petits, à mon avis, il y a eu des petites aides chimiques quand il faisait ses compétitions, mais ça se trouve, je me trompe complètement. Il était vraiment naturel, mais j'ai des doutes dessus et j'ai des raisons d'avoir des doutes. J'ai des arguments qui appuient mes doutes. Je vais commencer mes débuts en NPC en avril. Très bien. Tu as dit que tu étais champion du monde, mais dans quelle catégorie? Parce que les gens, de toute façon, C'était bodybuilding. J'étais dans la fédération WNBF, qui est la fédération la plus testée qui existe au monde. Et donc, ouais, c'était la catégorie bodybuilding. Pareil, il insiste sur le fait que c'était une fédération testée. J'ai vu plein d'interviews de lui. Il insiste sur le fait que c'était testé. Bon, on va pas revenir. C'est pas un procès que je lui fais. Mais c'est bizarre d'insister autant quand t'as besoin de te justifier comme ça. C'est bizarre. Eh ben, je te laisse me dicter ton entraînement. Bah écoute, premier exercice, on va faire un petit lat pull down. Oui. 2 séries entre 10 et 12 répétitions. Ça chauffe un petit peu la machine. Puis on va chercher un petit peu aussi le détail dans le dos, du grand rond un petit peu. Ok. Ok, donc là, début de l'entraînement, c'est un entraînement dos. On sait qu'aujourd'hui, le grand dorsal est vraiment valorisé, donc la largeur du dos dans le monde du bodybuilding. Et Stéphane Matala, il a un point faible grand dorsal, donc on va voir un peu si l'entraînement est approprié. Sachant que Stéphane, il suit l'entraînement de Samuel, donc c'est vraiment l'entraînement de Samuel avant d'être celui de Stéphane. L'entraînement, c'est comment? C'est 3 séries par exercice? Essentiellement, j'entraîne vachement en intensité. D'accord. J'ai beaucoup pris les préceptes de Mike Menzer, d'Ariane Yates. Ok. Donc 1 à 2 séries max. Il y a une seule série de toutes mes séances. Et c'est celle-ci où je fais 3 séries sur le tirage horizontal. Et sinon, tout le temps, c'est que 2 séries. Donc très souvent du top set back-off. D'accord. Alors là, c'est intéressant ce qu'il dit, il a pris les principes de Mike Menzer, alors je pourrais parler longtemps de ça. Alors, faut savoir que les principes de Mike Menzer sont arrivés à une époque où ce qui dominait dans le monde du bodybuilding, c'était les méthodes Vedder, de Joe Vedder. Et Joe Vedder, tu dis comme tu veux, c'était l'entraîneur des champions. En réalité, il prenait un peu les méthodes de tous les champions, et notamment Arnold et Franco, qui étaient un peu ses poulains. Et avant, ce qui se faisait avec ces méthodes-là, c'était beaucoup de volume. Donc des programmes d'entraînement où tu entraînes chaque muscle 2-3 fois dans la semaine avec 5-6 exos par muscle, 5-6 séries par exercice. Donc on était très loin d'aller à l'échec sur chaque exo parce que c'était pas possible. Donc beaucoup de volume. Et McMenzer, quand il est arrivé, lui, il apprenait justement ce fait de mettre pas beaucoup de volume, mais beaucoup d'intensité. Là, maintenant on parle de top set back-off, il en a parlé. Alors, mais ça veut dire quoi? En fait, c'est tout simplement une série lourde, top set, c'est du stress mécanique pur et dur. En général, c'est 6-8 reps. Et back-off, c'est une série un peu plus longue, mais pour des gabarits comme ça, un peu plus longs, c'est 10-12 reps, pas plus. Donc c'est une série un peu plus en stress métabolique. Ça veut juste dire ça, top set, back-off sec, c'est une série lourde et courte, et une série longue et légère. Après, est-ce que tout ça c'est efficace, pas efficace? On va voir, on va regarder la vidéo, on va analyser justement ces deux personnes qui prônent l'entraînement lourd. Donc on va voir ce qu'ils font, c'est intéressant. Et d'un pour pouce, c'est assez le cas. Top 7 back-off à peu près. Très bien. Moi, je suis Entre 10 et 12. Donc je commence à me chauffer, Oui. monte un petit peu en gamme et puis c'est parti pour la passer. Let's go.
J'ai une énorme douleur sous l'acromial ici. Ah, j'en ai parlé. Ouais. Là, il va falloir attendre que ça chauffe très bien. C'est très violent ça. Et peu importe l'amplitude que tu vas chercher, ouais. Impossible. Ouais. Là, je suis pas assez chaud. En fait, c'est pas une douleur qui peut m'empêcher de m'entraîner. Ça, c'est une douleur de reprise de training. Donc, quand ça va être le moment où je serai à 200%, je vais plus la sentir. Mais pour le moment, vu que mes tendons, mes muscles ne sont pas encore remplis de glycogène, surtout, ils ne sont pas chauds, ça fait super mal. C'est intéressant ce qu'il dit là, c'est très intéressant. Donc déjà, il a une douleur, ok, sous-acromiale. Ça, c'est une douleur qui va intervenir sur pratiquement tous les mouvements du haut du corps. Là, quand on regarde le réchauffement, en fait, il manque beaucoup de choses, surtout pour des gabarits comme les leurs, donc ils vont soulever lourd, en plus c'est leur méthode d'entraînement. Pour moi, il faudrait beaucoup plus d'échauffement. Il faudrait de la mobilisation articulaire, donc de la mobilité, des automassages, un échauffement général du haut du corps et ensuite un échauffement progressif sur le premier exercice avec une montée en gamme progressive avant de commencer à mettre des poids. Là, ils commencent directement à faire une montée en gamme sur leur premier exercice. Pour moi, c'est trop rapide comme échauffement. Et ensuite, ce qu'il a dit, c'est intéressant. Là, il est froid, il a mal, mais quand il va être chaud, il aura plus mal. Mais en fait, ça, c'est un piège. Parce que, effectivement, quand ton muscle est chaud, tu ressens beaucoup moins la douleur parce qu'il est préparé à l'effort, etc. Et donc, tu vas avoir tendance à t'entraîner un peu plus lourd, un peu plus intensément. Mais quand tu vas retourner à froid, après l'entraînement, quand tu seras en train de te reposer, bah là, la douleur elle va revenir 2 fois plus puissante. Donc, pour moi, il ne devrait pas trop forcer, il devrait surtout faire un bon échauffement et consulter, mais peut-être qu'il le fait déjà. Chauffe tranquille, moi je pense que on fera 1 ou 2 sets de chauffe et après on démarre sur la vraie série. On va le voir comme ça. Voilà, 1 ou 2 sets de chauffe. Bah, franchement, je sais pas combien ils en ont fait, mais c'est pas beaucoup, quoi. Vas-y, je te suis. Que moi je m'entraîne toujours à l'échec, ce qui justifie aussi un petit peu forcément le fait que j'ai pas beaucoup de volume sur ma séance. Je dis pas beaucoup de volume de série, il y a quand même pas mal d'exercices, de variations. Mais voilà, ça justifie aussi un petit peu ça en termes forcément de cet équilibre. Intensité, volume, nerveux, faut y trouver son compte. Il n'y a pas de mauvaise méthode, faut juste chacun trouve son truc. C'est vrai que j'ai commencé à l'intensité à 3, peut-être presque 4 ans. Et j'ai essayé de revenir sur du volume, impossible. Donc j'avais trouvé mon truc. Ouais, bon, il a trouvé son truc. Il y a un peu ce discours des fois dans le monde du bodybuilding. Faut trouver ce qui marche pour vous. Alors, bon, voilà, il dit qu'il fait pas beaucoup de volume, mais par contre, il fait beaucoup d'exos. C'est vrai que, bon, si tu fais 2 séries par exercice, mais que tu fais 5 exercices, ça te fait quand même 10 séries dans la séance, quoi. Donc, à voir comment il s'entraîne. C'est parti, premier set, à l'échec, 10-12. Bien. 6. 7. Oui. 9. Oui, qui part. 9. Allez, encore une. Encore une. Bien, il y a encore une. Bien. Tu es loin de lécher. Tu es loin de lécher. Encore une. Là, on y est. Non, il n'était pas à l'échec. Non, je suis désolé, je vais être dur, mais il n'était pas à l'échec. Mentalement, alors il a pas terminé la dernière rep parce que je pense que mentalement il s'est dit c'est la dernière rep, je suis à l'échec, donc il s'est un peu conditionné à ne pas terminer la rep. Mais en réalité, si tu vas aller à l'échec là, bah Stéphane il l'aurait aidé, donc Samuel aurait fait des reps forcés. Ensuite, Stéphane l'aurait aidé juste pour la concentrique et Samuel aurait fait juste de l'excentrique. Et après, il aurait fait une dégressive et il aurait fait un peu près pareil pour chaque dégressive, c'est-à-dire des reps forcés et ensuite on l'aide juste pour la concentrique et lui il fait l'excentrique parce qu'on produit plus de force en excentrique qu'en concentrique. Donc en réalité là, il est pas à l'échec. D'ailleurs, le véritable échec musculaire, il est très compliqué à atteindre parce que la plupart du temps, quand tu fais des séries courtes, ce que tu vas atteindre, c'est un échec avant tout nerveux. Mais le vrai échec musculaire, pour l'atteindre, bah faut faire ça, faut aller puiser au maximum. Et c'est très compliqué, hein. C'est très dur d'aller à cet échec. Vu ton type d'entraînement, j'ai besoin d'être peut-être une répétition de réserve de grand max pour pouvoir avoir un entraînement homogène. Parce que si au début je donne tout ce que j'ai et qu'à la fin j'ai plus de force pour faire les biceps parce que ce que tu vas faire après, c'est pas terrible. Ou alors si je veux vraiment me défoncer au début de l'entraînement, je mets mon point faible en exercice d'entraînement, je donne tout
Et après, je me dis que j'ai un autre groupe musculaire qui arrive sur lequel je suis un peu plus avantagé. Ouais, c'était le cas, la séance est un peu faite de cette manière-là, ouais. Très bien. Ah, c'est intéressant, apparemment ils font 2 biceps. Alors ça c'est comme un format push-pull legs hein, à peu près. Alors faire les biceps après le dos ou les triceps après les pecs, c'est bien quand t'as les bras en point fort. Alors c'est le cas de Stéphane. Samuel, j'ai pas trop analysé son physique, mais si vous avez les bras en point faible, ne faites jamais une séance dos biceps. Vous allez jamais prendre des bras quoi, parce que le biceps sera déjà fatigué par le dos. Allez, c'est parti. Let's go. Allez. 2, 3, 4. 5. allez, c'est 6, 7, Come on. 8, 9. Ok, cool. Ok. Ça fait combien de temps que t'es en préparation? J'ai commencé Ouais, pareil, il était pas à l'échec après. Il a dit clairement qu'il gardait 1 ou 2 reps de réserve. Mais pour moi, là, il avait 4 reps de réserve. Hein. le 2 janvier. Ouais. C'est assez particulier parce que j'avais jamais fait de prépa avec la chimie et de voir la différence que ça fait en termes de vitesse de sèche et surtout le fait de faire du muscle. Ah, c'est la chose, je découvre, tu vois. Mais oui, c'est un peu perturbant aussi à la fois, tu sais, de me dire la date elle est proche, mais quand je vois la vitesse à laquelle je sèche, je me dis bon, bah en fait ça va. Parce que c'est vrai que quand t'es naturel, il faut T'as quand même 6 mois pour sécher, tu vas pas être vraiment dur à la fin de ton bout, tu vois. Donc, je trouve 6 mois, c'est long, hein. Ouais, c'est long. Au final, la totalité va me faire 6 mois, mais sur mon première échéance, je serai pas à 100%. Voilà, je serai pas à 100%, mais je serai quand même très très sec. Ça vend plus que sur mon premier show au plan naturel. Ouais, il a raison, hein, ce qui change quand tu prends des produits, une des choses qui change, c'est la vitesse de progression. Tout va plus vite avec les produits. Absolument. C'est assez fou, c'est assez fou. Et quand on a plus de masse aussi, on a beaucoup plus de mal avec sec et dur. Ouais. Ça demande plus de temps. À noter aussi que ce que tu crées, c'est des tissus, c'est des nouveaux tissus. Ouais. Donc tu n'es pas encore tien. Avec le temps, tu vas vraiment l'acquérir. Ouais. Donc il est encore mou. Et quand tu vas passer 1, 2, 3 ans, sous chimie, tu vas voir que ce tissu que tu crées, il t'appartiendra totalement. Ouais, alors une petite minute. C'est quoi ta philosophie en termes de temps de repos? Je m'écoute. J'ai toujours fait ça. Au tout début, j'avais un petit peu de mal à faire une séance qui dure à peu près 1h, 1h15, tu vois. Donc je prenais juste mon temps de séance et je gérais un peu mes temps de repos si c'était des gros exercices, si c'était moins gros exercices. Mais en général, j'essaie de faire vraiment un petit peu à l'instinct. Et même au souffle, tu sais, que du coup, j'ai tellement l'habitude de faire ça que je trouve que ça me correspond, tu vois. Bon, il a un peu raison, c'est-à-dire que lui, il a de l'expérience. Si vous n'avez pas d'expérience, je vous recommande de chronométrer vos temps de repos pour avoir un repère. Parce que je donne un exemple, si actuellement vous prenez 2 minutes de repos entre chaque série et vous faites, je sais pas, un développé couché à 100 kg et que la semaine prochaine vous prenez 5 minutes et que vous faites 110 kg au développé couché, vous allez dire ouais, c'est trop bien, j'ai progressé. Bah, t'as mis plus lourd, mais t'as pris plus de repos, donc t'as pas des repères fiables. Donc c'est bien de chronométrer pour avoir des repères. Là, il chronomètre pas. Sachant qu'il s'entraîne lourd, c'est pas déconnant en fait. Il peut se permettre de pas chronométrer et de reprendre quand il se sent prêt. Sachant qu'avec l'expérience, il doit à peu près savoir par rapport à ses ressentis quand est-ce que c'est bon pour lui. Je préfère me laisser le temps de bien récupérer et d'être sûr d'être à 100% avant de commencer à série. Donc ce que je dis, le temps de repos, c'est ton corps te donne l'autorisation de reprendre. C'est ça. Ça, t'es sûr d'être performant sur la première comme sur la deuxième série. Exactement. C'est vrai, les gars, que c'est quand même marrant parce que Steph, je l'ai suivi depuis le tout début quand il était avec Essan, etc. Et on va avancer un peu. Bon, deuxième série, on a vu un peu ce que ça donne. Ah, on va passer au prochain exo. Ouais, ça, c'est un top 7. Bon alors déjà, premier exo, ce que je peux dire, c'est que un tirage comme ça, on est plutôt sur le grand rond, le petit rond. Ça, si tu as le grand dorsal en point fort, tu vas cibler le grand dorsal. Si tu as un point faible grand dorsal, ça va être très compliqué de le cibler avec ça. Mais c'est pas impossible. Easy. Allez. Prochain exercice, on est sur un tirage un petit peu oblique, chercher coup de hanche. Steph a dit qu'il y avait une machine là-bas, donc on se retrouve là. On met 4 plaques devant, je pense, non? De toute façon, moi je vais chercher. Ouais, ça c'est un top 7 back-off, c'est du 8-12, 10-12. Ouais, donc 4 plaques. Donc la première est un peu lourde, effectivement, et ensuite. 4, ça va, c'est déjà. Ça doit être stylé de s'entraîner quand t'es dopé. T'arrives devant la machine, tu dis allez, on met combien de plaques? 4, je t'assure, c'est facile. Bon, t'as mis 4 faciles. Bon là, c'est un échauffement, mais regardez, il met une poignée
pour ne pas utiliser la poignée naturelle de la machine. Et c'est vrai que j'ai un peu de mal, moi, des fois, avec les machines, parce que si tu veux t'entraîner sur une machine, il faut vraiment que la machine soit conçue pour toi. Limite, tu l'as même bricolée un peu toi-même pour qu'elle te corresponde parfaitement. Parce que les machines qu'il y a dans les salles de sport, déjà, la plupart, c'est des mauvaises machines. Quand c'est des bonnes machines, elles sont même pas fabriquées par des pratiquants de musculation. Et quand bien même elles sont fabriquées par des pratiquants de musculation, qui va te dire qu'elle correspond à toi qui fait 1m80, à toi qui fait 1m50, à toi qui est large, qui est pas large. Et là, vous voyez, il est obligé de racheter une poignée. Moi, j'aurais préféré qu'il fasse à la poulie. Ça, c'est un tirage... alors pour le coup, c'est un tirage grand dorsal. Mais pourquoi tu vas faire tout un bricolage comme ça? Allez. Si tu es obligé de faire un bricolage comme ça, c'est bien que la machine, elle n'est pas adaptée à toi. Allez. Alors des fois, tu n'as pas le choix, hein, tu es obligé d'utiliser des machines, mais cet exercice, tu peux le remplacer. 4. Bon, allez, j'avance parce que c'est l'échauffement. Moi, je veux voir les vraies séries de travail. 6 belles répétitions. Dès que t'as du mal, tu me dis. Ok, 6 reps. Super. 2. Bien. Allez, 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 allez. Bien. Allez, 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 allez. Vous voyez? Alors, là, c'est intéressant. Là, on voit qu'il met lourd, hein, on va pas se mentir. Mais sur la dernière rep, Stéphane, il l'a aidé. Je remets la dernière rep, sans le son là, parce que je parle. Mais la dernière rep, vous voyez, là, Stéphane, il l'a aidé. Donc là, on commence à être sur des reps forcés. Donc, on commence à se rapprocher vraiment de l'échec musculaire. Même s'il n'y est pas encore. Là, il pourrait faire une dégressive, il pourrait faire juste de l'excentrique, etc., etc. Allez, 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 allez. Super. Oh, mais tiens, tu sais ça? En vrai, je suis pas fan de poigne. T'as pas le droit? Non, ok, bah très bien. La seule fois que j'utilise des bandes, c'est RDL. Sinon, maintenant, je. Ton grip il lâche pas? Non. Les avant-bras ils congestionnent pas trop? En vrai, avant, ouais. Ouais. Non, non. Maintenant non? Ouais. Ok. Ouais, les bandes, moi pareil, j'en ai jamais vraiment utilisé. Après, c'est vrai que votre poigne ne sera jamais aussi forte que vos dos, vos jambes, etc. Donc, à un moment donné, vous serez peut-être limité par la poigne. Mais après, si on prend en compte que la charge, oui, vous serez limité par la poigne. Une fois, quand on met plus lourd, on perd la contraction. Peut-être que là, finalement, il est un peu léger pour ce qu'il est capable de tirer, mais c'est un poids qui lui convient parce que ça lui permet de garder la contraction et de bien ressentir le muscle travailler. Mettre plus lourd, c'est pas toujours la bonne solution parce que si je mets plus lourd et que je perds la contraction, derrière, je sollicite plus le muscle que je veux travailler, quoi. 2, bien. 3. Mon amplitude. 4. 5. Allez, va chercher tout. 6, ensemble. Allez, jette pas beaucoup. Bien. Ah oui, super. À peine sur 2 séries, je t'ai aidé 2 répétitions. Quand même un peu lourd. J'aurais bien dû chercher un petit peu plus loin, tu vois. Ouais. Mais garder une petite seconde de contraction. Des fois, je préfère mettre plus de tempo. Que ça, un peu plus modéré, tu vois. Vous voyez, bah, c'est un peu ce que j'ai dit juste avant. Je savais même pas qu'il allait dire ça. Vous voyez, là, il a mis trop lourd, mais du coup, il ressentait moins la contraction, quoi. Je vous remets une position. Ok. Yeah. Nickel. Allez, encore. Vas-y là. Allez. Ouais, Stéphane, là, il va pas à l'échec. Il s'entraîne pas aussi lourd que Samuel. Pourtant, Stéphane, j'avais déjà vu des vidéos d'entraînement de lui, il disait qu'il faisait top 7 back-off. Bon, pour l'instant, il y a pas très... Enfin, il est loin de l'échec, quoi. Mais ça veut pas dire que c'est mauvais. De toute façon, dans une logique de progression, tu peux pas aller tout le temps à l'échec. L'échec, il doit être planifié. Faut voir les entraînements comme des briques qui s'emboîtent et pas comme des entraînements, des séances isolées. Mais là, si vraiment il s'entraîne à l'échec, il est pas à l'échec, quoi. Bien. Ok, donc là, deuxième série. Alors, je compte un peu là les séries. Sur le premier exo, ils ont fait 2 séries. Sur le deuxième exo, ils ont fait 2 séries. À chaque fois, ils font une montée en gamme quand même. Donc,
c'est des séries courtes, mais ça compte quand même comme du volume. C'est-à-dire que c'est pas des séries de travail, mais bon, quand tu fais 3-4 séries de 2-3 reps à chaque fois, ça rajoute quand même du volume sur la séance. Donc là, ils sont à 2 séries sur cet exo. Prends mon souffle. Ah oui, c'est chaud. Là, il y a de l'intensité, on se rend pas compte à travers l'écran, mais il y a de l'intensité. Ouais, il a dit qu'il reprenait son souffle, ça c'est très important. Le facteur limitant, si votre but c'est de prendre du muscle, ce ne doit pas être un facteur cardiovasculaire. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à finir votre série parce que vous êtes essoufflé, le facteur limitant c'est votre cardio, c'est votre système respiratoire, c'est pas les muscles. Donc le facteur limitant quand vous faites une série, ça doit être vos muscles, ça doit pas être le cardio. Donc prenez du temps si vous avez besoin de récupérer. C'est pas une mauvaise chose de faire comme ça, de reprendre son souffle entre les séries, surtout si vous faites de l'unilatéral comme on fait ici. Ça permet non seulement d'être performant, mais surtout de rester lucide. Parce que vers la fin, on n'a plus. Quand le souffle est coupé, on fait n'importe quoi. Parce qu'on a envie. Voilà, bon, on retrouve les mêmes conseils. Assez rapidement. Et 1, 2, 3, 4. Ah, Bien joué. j'ai crampé à la hanche. Ouah. Comment ça fait chaud là? Je comprends qu'il y en ait qui l'aiment, Samuel. En vrai, c'est un mec, il a vraiment un style quand même. C'est sa marque, hein, ça je crois, Rétro Muscle. On voit qu'il a un style à l'ancienne. Il me fait penser un peu au Liané, Flex Wheeler, un peu cette époque-là, les années 90 au Gold Gym. Il a vraiment un flow, hein. Franchement, il a un style qu'il a travaillé. Et je pense que c'est ça qui fait que les gens accrochent à lui. C'est pas juste un mec lambda qui vient, qui partage sa passion. C'est vraiment un mec qui a un style. On va avancer un peu. 10, en bleu, 11, dernière. Et next, on va aller sur le... Bon, Stéphane, là, il est pas à l'échec, hein, encore une fois, il est loin de l'échec. Ah oui, une machine. Machine, allez, Ah, il s'ennuie. let's go. Là, pour s'échauffer, Ouais. s'adapter à. Mettre le réglage. Voilà. Ah oui, c'est vrai que je le fais assez haut, en général. En fait, je vais chercher le même amplitude. Vraiment coup de hanche, tu vois. Ok. Aller chercher un peu plus bas, là, tu vois. Ouais. Vraiment quasi là. Alors là, l'exécution coup de hanche sur un rowing, comme je dis, c'est vraiment pour cibler le grand dorsal. Moi, je suis pas fan de cibler le grand dorsal avec des rowing. Si vraiment vous avez un point fort grand dorsal, ça va marcher, parce que vous avez un point fort. Mais si c'est votre point faible, les mouvements de rowing, donc enfin de tirage horizontaux, c'est pas l'idéal. Vaut mieux faire des tirages verticaux pour solliciter le grand dorsal. C'est beaucoup plus en adéquation avec l'anatomie de ce muscle. J'ai ma petite idée, mais je vois qu'on a quand même beaucoup de mouvements unilatéraux. Surtout en début de séance, vers la fin, on revient un peu sur les mouvements classiques. Pourquoi ce choix? Quand on travaille sur un côté, surtout sur les mouvements qu'on vient de faire, je trouve que c'est super intéressant. Chose qu'on ne peut pas faire, justement, quand on a les deux mains, de venir chercher l'amplitude au maximum. Là, si je tire, et encore plus sur l'angle que je viens de te dire, je peux pas me baisser, tu vois, et tirer mon coude aux hanches. Ouais. Donc, je vais avoir un mouvement qui va être plus de serrer les omoplates. Tandis que si je suis en unilatéral, je peux vraiment aller chercher, et sans que mon épaule bouge, et donc je viens pas tirer avec mon trapèze, tu vois, je viens vraiment tirer avec le vent dorsal et chercher, comme je disais, la zone coup de hanche pour vraiment chercher la petite partie du dos que j'ai envie de cibler. Donc, c'est vrai que le côté unilatéral est vraiment intéressant pour faire le ciblage en fait. C'est vrai que l'unilatéral, ça rajoute de l'amplitude. Maintenant, vous voyez ce qu'il dit. Il veut vraiment solliciter le grand dorsal. À la base, c'est un exo pour solliciter les trapèzes. Donc, bon, je suis mitigé. Je sais pas si vraiment vous allez prendre du grand dorsal en faisant cet exo. Comparé à l'exo précédent. Je pense que l'exo précédent fait prendre beaucoup plus de grand dorsal que cet exo. Donc tout d'un point de focus, je focus un côté et de l'autre. Peut être intéressant aussi parfois quand on a des asymétries. Tu sais que je commence par le côté plus faible, tu fais le côté plus fort, ou visuel en tout cas. Ouais. Permet de corriger aussi un peu de ce défaut. Allez. Et une série, une de répétitions. On augmente. Ok, là c'est l'échauffement, on va les écouter parler, c'est intéressant quand ils parlent. Et surtout, arriver proche de notre charge de travail pour être performant. Pas tout de suite arriver dans notre charge de travail. Je sais pas si c'est quelque chose que tu fais. Ouais, tout à fait. Surtout quand tu vas sur des séries qui sont relativement lourdes. Tu vas sur Ça. du 7, du 6-8 reps. Je prends l'exemple du squat qui est très parlant. Le squat, on a souvent tendance à mettre. Si on est assez fort, relativement lourd, on met rarement juste 80 kg. On met souvent plus 100, 120, 130, 180. Bref,
c'est comme si vous passiez de 0 barre à vide 180. La barre va vous sembler énorme, vraiment très très lourd. Tandis que si vous faites palier par palier, échauffement, sans vous fatiguer, vous allez arriver sur votre charge de travail en disant ah, elle n'est pas si lourde que ça. Il n'y aura pas beaucoup d'écart entre la dernière série de chauffe et la série effective. C'est vrai. C'est tout l'intérêt de l'échauffement. Bien évidemment, ça te prépare à soulever plus lourd, mais au-delà de ça, ça t'empêche de te blesser. C'est la base, quoi. C'est sûr que si tu passes d'une barre à vide à 180, non seulement la barre de 180 va te paraître lourde, parce que ton corps il est pas prêt à soulever une telle charge, mais en plus de ça, tu risques de te blesser. Et c'est intéressant qu'il parle de monter en gamme, de bien préparer le corps à soulever lourd, etc. Parce que, mis à part les voir faire de la montée en gamme, je les ai pas vus préparer leur corps. Alors, peut-être qu'ils n'ont pas tout filmé. C'est vrai que c'est pas intéressant de se filmer en train de faire de la mobilité, des automassages. Mais s'ils en font pas, je pense qu'ils devraient en faire, quoi. C'est bien que tu parles de montage, j'allais y venir. Surtout que nerveusement, on n'a pas l'impression que ça joue, mais inconsciemment, on prépare aussi son système nerveux à faire un effort très intense. Et c'est comme si tu passais de 0 à 100 d'un. Ceux qui font la force sont souvent aussi, c'est la potentiation. Ils mettent plus lourd, simplement pas sur une phase ni concentrique ni excentrique, simplement de l'isolation. Je parle par le bench. Là, ils vont juste la déraquer. Allez, on avance. Bon, je crois que moi j'ai le médecin. Allez, quand tu veux, 6 belles répétitions. Ok, série de travail. On va regarder. Est-ce qu'il va à l'échec? Yes, je me place. 2, 1. Super. 2, 3, 4. Je fais une petite parenthèse, mais je suis vraiment pas fan de ces machines pour le dos. En fait, je sais pas si vous voyez, quand il tire, en fait, il a une légère flexion du bras. Ce qui fait, mais elle est très légère, mais ce qui fait qu'il sollicite son biceps en fin de mouvement. J'ai jamais compris comment les machines dos sont conçues. Et franchement, moi, j'ai un point faible dos, et donc je sais de quoi je parle. Je peux pas ressentir mon dos sur ce genre de machine. Si tu as les bras en point fort, tu vas automatiquement ressentir les biceps. Et ça, c'est une erreur que beaucoup font en fait quand ils veulent solliciter le dos, c'est qu'ils font une grande flexion de biceps. Limitez au maximum la flexion de biceps si vous avez les bras en point fort et que vous voulez solliciter votre dos, quoi. Sympa le bruit. 5. 10, jusqu'à 10. Bien. Super. C'est intéressant. Il devait en faire 6, il en a fait 10. Et j'ai remarqué que des fois, quand mentalement on se conditionne à faire un nombre de répétitions, on s'arrête à ce nombre de répétitions. Alors que des fois, on peut en faire plus. Et essayez des fois de ne pas compter vos répétitions. Vous vous filmez juste. Comme ça, vous pouvez revenir sur votre série après, compter les reps après. Mais juste, vous prenez votre charge et vous faites le maximum que vous pouvez. Et vous allez voir qu'en fait, vous allez vous surprendre. Oui, il y a quand même quand il arrive sur le mouvement, il y a quand même une flexion de biceps. Alors vous allez me dire, c'est normal, hein, forcément, à un moment donné, il fléchit le coude. Après, là, elle est limitée parce qu'il est penché sur le côté, là, il le fait vraiment focus grand dorsal. Mais justement, s'il faisait la machine en bilatéral pour les trapèzes, à un moment donné, il aurait une flexion, quoi. C'est pour ça que je suis pas fan des machines, en fait. Après, eux, quand t'es à leur stade et que tu mets tellement lourd, tu peux pas faire un rowing buste penché avec des haltères, en fait. Parce que là, ils vont mettre trop lourd, en fait, pour un exercice libre. Six, allez, j'aime bien le. Allez. 7, super. Encore 3. 8, 2. 9, la dernière. Tout seul. Là, on sent qu'il fatigue. Là, par exemple, il se rapproche de l'échec. C'est quoi? Tu vois, là, c'est bien, Stéphane, il l'aide sur la fin parce que là, c'est la phase la plus dure du mouvement. C'est un exercice à tension de contraction. Donc, c'est quand il rapproche le coude, quand il tire le coude vers l'arrière que c'est dur. Donc là, Stéphane l'aide. Mais voilà, il n'est pas à l'échec. Franchement,
il pourrait juste faire de l'excentrique à partir de du mot. Pardon. Mais voilà, il n'est pas à l'échec. Il pourrait juste, pour aller à l'échec, là, il faudrait qu'il fasse juste de l'excentrique à partir du moment où le muscle est en contraction. Il peut faire des reps partiels. Enfin, il y a encore tellement de choses à faire pour atteindre l'échec, quoi. Si t'es pas essoufflé à la fin de ton entraînement, de ta série, c'est que tu t'entraînes pas. Vous voyez comment il est essoufflé? Vous allez lui dire qu'il va faire un arrêt cardiaque? Toi, moi, souvent, pas de ça. Je suis mitigé sur ce conseil d'essoufflement, oui. Dans la plupart des cas, c'est vrai. Mais moi, il y a eu des périodes où je faisais énormément de cardio. Et franchement, faire une série de musculation, ça me fatiguait. Ça m'essoufflait pas trop. Parce que j'avais un gros cardio. Et en plus de ça, si t'es essoufflé et que tu t'arrêtes parce que t'es essoufflé, on revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, ça veut dire que le facteur limitant, c'est ton souffle. C'est pas le muscle. Si là, cette première série, c'est un peu la série intense, tu vois, qui est vraiment en mode commence un peu à être dans le mal de la séance de me dire ah ouais putain je suis en enfer, tu vois, c'est à partir de ce niveau-là, ça commence. Ça commence à piquer. Ouais. Tu vas tenir, je m'inquiète pas. Bien sûr. Bon, les séries de Stéphane, je vais passer parce qu'on a vu qu'il allait pas à l'échec. On va les écouter parler un peu. Non, je peux plus pousser Ouais. et avoir un peu moins de... Moi, c'est totalement le même. Si je mets ces jambes-là et ces pieds-là, j'arrive pas à comprendre les Je pars comme ça. Non, je pars pas, j'ai pas un point d'équilibre sur la hanche. Ma hanche, elle va dans tous les sens. Ouais, là, il parle de la position des jambes. Bah, c'est intéressant, ça montre qu'en fait, la musculation, c'est pas une science exacte, hein. Chacun a ses préférences, a sa façon de faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Je vais faire 15 répétitions, on en a fait 17. Ah, il y a une. Attends, j'ai loupé, ils ont fait une série de 17 reps? 4. Ah. Et 5. Jouez ça. Bien. Bien. Super. Ah non. Super. Il fait toujours plus que ce qu'il a à faire. Je vais faire 15 répétitions, on en a fait 17. Non, j'ai pas suivi. 2. Ouais, s'il a fait 17 reps, c'est... Même pour un back offset, c'est élevé, hein. En tout cas, là, j'ai compté, ils sont à 3, 4, 5, ils sont à 7 séries sur la séance, ouais. Là, c'est du cardio, là. Ouais, presque. Je vérifie quand même parce que j'ai eu la changement de séance en début de prépa, donc c'est 3 séries entre 10 et 15 répétitions. Très bien. Pareil, encore le cardio. C'est bien que tu sortes ton téléphone parce que... C'est intéressant ce qu'il a dit. Il fait 3 séries entre 10 et 15 répétitions et il dit que c'est du cardio. En réalité, ça ne devrait pas être du cardio. Si vous êtes essoufflé quand vous faites une série de 15, c'est que vous manquez de conditions physiques. Alors eux, je peux les comprendre parce qu'ils ont une grande masse musculaire, ils prennent des produits, ils n'ont pas le même système que nous, leur corps ne fonctionne pas pareil. Mais je parle pour vous, si vous êtes naturel, c'est trop. En tout cas, là, il va faire 3 séries donc d'un tirage, ça rajoute 3 séries. Je me demande, mais au bout de combien de temps on change de séance? Honnêtement, ça fait peut-être pour 2 ans que je suis même pour l'entraînement. Il y a des petites choses qui vont changer comme améliorer ma technique d'entraînement, rajouter des techniques d'intensification, augmenter ma charge de travail. Parce que, vous voyez là, il ne s'est même pas encore approprié son propre problème. C'est-à-dire qu'il a encore obligé de jeter un coup d'œil pour voir ce qu'il doit faire. Donc ce temps d'appropriation, il doit prendre plusieurs semaines. Ensuite, maîtriser les mouvements. Après, faire ce qu'on appelle le volume d'entraînement hebdomadaire. Chaque semaine, augmenter la charge, augmenter une série, une répétition, etc. Tout ça, ça vous demande des années avant de vraiment commencer à progresser concrètement, enfin des mois plutôt, avant de commencer à progresser concrètement sur un programme. Et après ça, il faut améliorer ce dit programme. C'est-à-dire que l'ossature ne change pas, mais tout ce qui est autour, on va l'améliorer. Parce que changer un programme tout le temps, non seulement tu n'as pas le temps de t'habituer à la séance, tu n'as pas le temps de maîtriser les mouvements, et tu n'as même pas le temps de gagner en force sur ces 10 mouvements. C'est vrai que la première séance... Ça, je l'ai laissé parler parce que c'est très intéressant. En fait, il a totalement raison. Ça sert à rien de changer de programme de musculation tout le temps, surtout si vous changez d'exo. Je vous donne une moyenne. En général, le corps il met environ 3 semaines pour s'adapter à un exercice. Vous allez voir, quand vous commencez un nouvel exercice, au début, vous montez les poids de plus en plus, mais c'est pas parce que vous prenez du muscle, c'est parce que vous prenez de la force sur cet exercice. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre système nerveux s'adapte à l'exercice. Vous avez appris à exécuter le mouvement, ce qu'on appelle l'apprentissage moteur.
Et je m'y connais quelque chose, c'est la base du métier de professeur de PS. Donc ne changez pas d'exercice tout le temps. Une fois que vous avez trouvé les exercices qui vous conviennent, sur lesquels vous ressentez les muscles, bah gardez-les le plus longtemps possible et progressez dessus le plus longtemps possible en fait. Avec mon coach Vincent, premier truc, c'est le premier plan, je l'ai eu 2023-2024. 2025, j'ai eu quasiment 3 ans. Ah, mais ça m'étonne pas. 3 ans, on n'a pas bougé, on a juste fait une vas-y, modifier des petits exercices, des petits changements, une série par-ci, une série par-là. Mais l'ossature reste exactement au fond. Allez, vas-y. Ok, là on est vraiment trapèze pour le coup. 2. Allez, voir. Tac. 5. Encore. Encore. Bien. Facile. Allez. Encore. Ah putain, lâche-le. Vous voyez, il s'est reposé là, je pense que c'est la poigne. Pour le coup, la poigne là doit fatiguer. Allez. Ok. C'est quoi l'échauffement? Ah, c'est bon, faut assez. Allez, entre 10 et 15. Oula. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 14. 15. Facile. « 10. 11. Bien. Super. Franchement, les vidéos sont de bonne qualité. Hein. Franchement. Je vois sur les visages que ça commence à taper un peu. Ouais. Je pense à facile. On fout de les projets pour Zram. Oui. C'est en hausse là. Zram, il est en off. Ouais. C'est marrant que maintenant tous les bodybuilders ont des coachs. Alors c'est bizarre. Moi je trouve ça un peu bizarre. J'ai pas l'impression qu'à l'époque de l'âge d'or, hein, à l'époque d'Arnold, etc., ils avaient des coachs. Même Jamcor, je sais pas si vous connaissez, hein, Jamcor qui a une chaîne de muscu, qui est un ancien bodybuilder, il disait le bodybuilding c'est une expérience personnelle. Pourquoi tout le temps avoir un coach? Alors aujourd'hui, je pense que les coachs ils sont surtout là pour la chimie, pour tout ça. Mais c'est bizarre. Enfin, pour moi, t'as pas forcément besoin d'un coach, quoi. Sa dernière préparation a été dure. Je voulais qu'il se repose vraiment bien. Sur mes débuts en amateur, étant donné que j'ai déjà prouvé en naturel, j'arrive, je suis relativement connu, je suis attendu, j'ai de la pression aussi envers moi-même, mais j'ai aussi beaucoup cette pression de ne pas savoir me reposer, tu vois. Et chaque fois que j'ai des gens encore meilleurs, plus d'expérience, toi, Florian, même quand t'entends les mecs qui sont olympiens, il y a beaucoup cette notion, tu sais, de savoir s'arrêter pendant un temps, savoir complètement reposer, lâcher la diète, reposer les entraînements, tu sais, même dans la tête, de savoir tout lâcher et de revenir. En fait, tous ceux qui font ça, même s'ils le faisaient, on revient toujours plus fort. Et c'est un truc que j'avais un petit peu de mal à concevoir. Je me suis dit, bah, pour moi, quelqu'un qui se repose, qui fait pas la diète, ça sera moins bon que quelqu'un qui tient toujours un petit peu et tout, tu vois. Et en fait, t'as encore un besoin de se reposer. Ouais, c'est ça. Non, c'est factuel. Et puis tu dis, c'est des gens qui ont quand même prouvé que cette théorie, cette pratique fonctionne. Parce que de toute façon, quand tu épuises ton physique, il te rappelle alors, tu ne progresses plus, tu n'es plus réactif à rien. Ni au protocole, ni aux entraînements, ni à la diète, rien. Mon corps te dit stop. Avant qu'il te donne le signal de stop, c'est que là vraiment il est au point rouge. Il faut anticiper. Et quand tu anticipes, c'est toujours beaucoup plus intéressant au point de vue santé. Clairement. Ah, c'est intéressant ce qu'ils ont dit, mais je trouve que c'est surtout valable pour des dopés. En fait, la musculation, si tu veux bien progresser, t'as pas besoin de faire des semaines de off où tu relâches la diète, l'entraînement, etc. Parce que c'est un équilibre. En fait, t'as trouvé le nombre d'entraînements que tu peux faire dans la semaine, t'as trouvé la diète qui te convient, et tu fais ça toute ta vie normalement. Eux, pourquoi ils ont besoin de faire des semaines d'arrêt? Parce que déjà, ils ont des phases très intenses de prise de masse ou de sèche, ou de compétition. Ils ont des protocoles, ils sont sous chimie, donc des protocoles qui fatiguent le corps. Donc ouais, eux, à un moment donné, ils ont besoin de tout arrêter pour reposer le corps, parce que c'est pas humain ce qu'ils font, ils sont dans des extrêmes. Mais si vous êtes naturel, bah vous n'avez pas besoin de tout arrêter. Au contraire, si vous arrêtez tout et que vous prenez des semaines où vous vous relâchez complètement, bah vous allez régresser. En fait, la musculation, c'est un équilibre. Le sport, c'est pas on-off, hein. Le sport, l'hygiène de vie, c'est tout le temps.
7. Allez, 8. C'est pareil. Donc si je fais les deux, c'est mort. Ah. Ok, cinquième exo dos. Cinquième exo, pullover unilatéral. Pullover, un exercice qui a été vraiment sous-estimé. Je pense qu'il a été oublié même pour le dos, enfin pour le grand dorsal, alors qu'il est quand même efficace. Franchement, pour le grand dorsal, le pullover, je pense que je le mettrais dans un top 3. Hein. Super. Oh, merde. Ah. Bien. Oh. Super. On a une seule série, c'est ça? Ouais. Top. Ok, une seule série de pullover. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est très compliqué des fois de ne pas ressentir les triceps sur le pullover, surtout si vous avez les bras en point fort. Donc je vais vous donner une astuce. Et déjà, évitez de vous pencher en avant si vous ressentez les triceps. Serrez les omoplates, gonflez la poitrine, gardez les bras tendus et n'allez pas chercher trop haut dans l'étirement. Vous remontez pas plus que le bras parallèle au sol. Donc je récapitule, poitrine gonflée, omoplate serrée, les bras pas plus haut que la parallèle. Et là, normalement, vous ne sentirez pas les triceps. Bah en fait, comme la longue portion du triceps s'attache au niveau de l'omoplate, bah effectivement, quand je fais un pullover, si j'ai le triceps en point fort, bah je vais ressentir le triceps. 10. Allez, encore. Je vais faire un set de M16. Allez, je te regarde. Je pose la question sur la table parce que les gens vont se la poser. On fait le dos, donc tout ce qui va être brachial, compris les biceps vont intervenir. Et on a l'impression que c'est contre-intuitif de mettre les biceps à la fin de l'entraînement, voire même de les mettre dans le sens dos. Pourquoi? En fait, je vais venir justement compléter le travail, tu vois, avec le dos. Forcément, j'ai recruté un petit peu le biceps. En fait, je viens justement terminer un petit peu ce travail-là. Et sachant que, comme toi, j'ai quand même de très bons bras. Et j'ai pas nécessairement besoin de travailler beaucoup plus mes bras, tu vois. J'ai encore un petit peu plus de pics de biceps à aller chercher. C'est pour ça qu'il y a quand même un exercice, tu vois. Mais j'ai pas besoin de les mettre en priorité. C'est pour ça que je vais mettre au départ mon focus qui est la largeur de dos, puis un petit peu moins l'épaisseur de dos, puis les biceps, tu vois. Donc toutes mes séances sont construites de cette manière-là. Donc biceps à la fin, et je fais un set full intensité. Je vais te montrer un peu ce que c'est que le heavy duty et la mentalité que c'est. C'est intéressant ce qu'il dit, c'est ce que je vous ai dit au tout début, je sais pas si vous vous rappelez, quand tu fais les biceps après le dos ou les triceps après les pecs, bah il faut que tu aies les bras en point fort. Et là c'est ce qu'il dit en fait, il a déjà des bons bras, donc juste faire un exo biceps à la fin d'une séance dos, ça lui suffit. Et là, du coup, je vais avoir besoin d'une bonne minute de travail mental. Parce que je vais vraiment aller chercher très très loin. Ok, c'est intéressant. Donc là, c'est marrant parce que seule fois de l'entraînement où il dit je vais avoir besoin d'une préparation mentale pour aller chercher loin l'effort, les vides utiles, la méthode intensité, etc. Et c'est sur les biceps, qui est son point, un de ses points forts, j'imagine. Donc bon, il aurait dû faire ça pour le dos, mais on va voir ce que ça donne. Alors, une série très très intense, très très lourde, sachant qu'il fait qu'une série pour les biceps. Pas lourde, et ça va être toute une sorte de drop set mécanique. Grave. Mais du coup, pourquoi pas faire ça pendant une séance pec par exemple? Je fais triceps, ouais. Et pourquoi pas aller faire les triceps quand tu fais les épaules ou le dos? Je fais une séance push, donc j'ai une épaule, enfin ouais, pec, épaule, triceps. Alors là, je fais le faire, non, parce que je sais que les gens vont se poser ces questions, et donc je suis souvent trop fort. Ok. Alors déjà, il ralentit la phase concentrique. D'un point de vue hypertrophie, ça n'a pas d'intérêt en fait. Mais bon, j'arrête de parler, on va regarder. Oh. Bon, allez, dernier truc que je dis, il a l'air quand même d'avoir un valgus du coude et il prend une barre droite. Faire attention, je ne l'ai pas analysé, mais il a l'air quand même d'avoir un valgus. Hein. On va regarder. Contrôle.
2. Contrôle. 3. 4. 5. Bien. Allez. 6. Super ça. 1. Allez, encore. Bien. 8. Allez. 9. Bien. Allez. 10. Ça monte. Ok, expose. Parfait. 10. Ok, il a fait un rest pause, très intéressant. 2. 5. 6. 8. 7. 8. 9. Encore. Ok, il a fait une série de rest pause. Alors, le rest pause, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est pour moi la meilleure technique d'intensification que tu peux faire en musculation. Grosso modo, quand tu arrives proche de l'échec, c'est-à-dire RPE 9, tu reposes la barre, tu attends 15 secondes environ, et après tu repars et tu fais le maximum de reps. Après tu reposes, tu refais le maximum de reps, tu peux le faire plusieurs fois. Et moi, j'ai une autre façon de faire le rest pause, c'est-à-dire tu fais le rest pause en gardant la barre sous tension. C'est-à-dire que là, sur son curl biceps, au lieu de poser la barre, il s'arrête 2-3 reps avant l'échec, il garde la barre, bras tendus en bas, et il se repose comme ça. Ça veut dire que le biceps, il reste quand même sous tension, mais t'es pas à l'échec, donc il récupère quand même un peu, et ensuite tu refais des séries, ensuite tu restes bras en bas, etc. Sur un développé couché, ça serait barre en haut. En fait, tu restes dans la position où le mouvement est le plus facile. Tu restes pas sur les biceps, la barre ici, parce que là c'est la position contractée, c'est là où la tension est la plus forte. Tu vas pas réussir, ça va pas marcher. Je sais pas si j'ai été compréhensible. En tout cas, on va regarder le posing après. On va regarder le posing juste après. Là, j'ai comptabilisé un peu les séries. Pour le dos, là, premier exercice, on a 2 séries. Alors, je vais pas compter les séries d'échauffement. Premier exercice, 2 séries. Deuxième exercice, 2 séries. Troisième et quatrième exo, 3 séries à chaque fois. Et puis l'over, 1 série. Ça fait 3, 6, 7, 8, 9, 10. Ça fait 11 séries. Il a fait 11 séries pour une séance dos. J'ai pas compté les biceps, hein, il a fait une série. Et ben en réalité, pour quelqu'un qui dit qu'il fait du haute intensité, pas beaucoup de volume, vraiment haute intensité, 11 séries pour un muscle, c'est pas mal. Hein. C'est vraiment bien en fait. C'est une bonne fourchette, voilà. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est des méthodes commerciales quand tu parles de heavy duty, back off, top set, back off, au volume, bas volume, etc. En réalité, il a fait un entraînement classique. Hein. C'est juste qu'il est capable de mettre beaucoup d'intensité parce qu'il a de l'expérience et qu'il a aussi une aide chimique. En fait, c'est juste qu'il a pas fait beaucoup de séries par exercice, mais il a fait beaucoup d'exercices. Donc en fait, ça revient un peu au même, quoi. Il a un beau posing, hein, mais c'est dommage qu'il y ait des boutons dans le dos. Ça, c'est... En fait, tu fais du bodybuilding pour être beau, mais à partir du moment où tu te dopes, bah, ton corps, il est plus beau parce que t'as pas une belle peau, quoi.
Il a un beau posing. Tu vois que c'est un passionné qui vit dans une certaine vision, dans une certaine époque. Il a un beau posing. Entraînement terminé. Sam, merci d'être venu. Merci à toi. Quel physique incroyable. Moi, j'ai pas de doute. D'ici un an max, t'as tout. Ouais, je pense aussi. De toute façon, maintenant, la carte pro, c'est devenu un peu plus facile à avoir que à l'époque. Même si ça demande quand même des efforts conséquents. Attention, hein, j'ai pas dit que c'était dans la poche et que c'était ultra facile. En tout cas, voilà. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez. Si vous êtes intéressé, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Pensez à lâcher un like, s'il vous plaît, ça m'aide beaucoup. Et puis, on regarde les 10 dernières secondes de vidéo, puis on va se laisser là. Allez, ciao. Et j'en doute pas une seule seconde. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de son physique. Allez vous abonner à sa chaîne YouTube et à son Instagram. Vous avez toutes les informations en relief. On vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.